C'est dans ces années intenses, 1969, 70, 71, que j'ai connu un moine japonais qui venait d'arriver en France, parlant à peine le français et même pas très bien l'anglais, Sensei Taisen Deshimaru. Il avait vu les films sur les Tibétains et il s'est dit, nous pourrions tourner des films sur le zen ensemble, au Japon, pour l'aider dans ce qu'il appelait sa mission, de montrer le zen. D'abord, j'ai vu, outre cette force qui se dégageait de lui, il était, je ne sais pas combien d'ânes de judo, de kendo, centré dans son hara, mais en même temps, une bonté dont j'ai bénéficié très souvent, une bonté. Ce qu'il appelait, avec sa voix, harmonize, se mettre en harmonie avec le contexte. C'était une super démonstration du être un avec, to be one with, de Swami Prajnapat. Il m'a emmené partout, depuis l'austérité des monastères où on fait zazen pieds nus dans le froid pendant des heures, ça je l'ai vécu. Mais nous avons été aussi dans des bars de Ginza et dans tous les aspects du Japon. Et nous étions un jour dans un bar, où ce qu'il appelait geisha girls, c'est-à-dire des fausses geishas, mais bon, il nous servait, il me regarde, et avec la vulgarité la plus parfaite, il met sa main aux fesses d'une de ces dames, ces serveuses en fait. C'est pas habituel au Japon. Qui se retourne, et la manière dont Sensei l'a regardé, c'est inoubliable. Il a regardé avec une telle profondeur, un tel amour, que cette phrase, bien connue mais venue à l'esprit, le maître zen ne fréquente plus que les bouchers et les prostituées, et tout le monde est changé en Bouddha. Et puis il m'a beaucoup provoqué, et c'était aussi un bon terrain d'entraînement, de faire face à ces plaisanteries, à ces petites ironies. Sa formule, c'était Zen, grande sagesse, Swamiji, petite sagesse. Bon, ben d'accord. Je le laisse dire, je n'en pense pas moins. En rentrant du Japon, une leçon, un enseignement s'était gravé en moi dans le sens d'une audace dans la liberté. Ne pas être restreint par des cadres sur ce qui se fait, sur ce qui ne se fait pas, comment un maître doit se comporter. Ça a complètement brisé, et ça c'est une immense bénédiction, la possibilité d'être trop influencé par le comportement extérieur de Swamiji. C'est un risque immense de devenir un imitateur de celui qu'on admire. Pas qu'il nous serve de modèle pour nous montrer ce qu'un être humain peut accomplir, ça c'est juste. Mais, voilà, là, comment un sage doit se comporter, et Swamiji devient l'archétype. Et là, j'ai vu quelqu'un qu'on peut appeler un sage, dans son style, vraiment un homme sortant de l'ordinaire. En tout point l'opposé de Swami Prajnapat. Ça a représenté un élargissement. Ça a achevé d'éroder ce qui pouvait rester de ça c'est bien, ça c'est mal, ça se fait, ça ne se fait pas, voilà ce que fait un jeune homme bien élevé, voilà ce que fait un garçon très sage, et puis voilà ce que fait un bon disciple. Ce mélange d'incongruité, d'audace et de permanente vigilance et communion avec l'environnement dont Sensei Deshimaru était le témoin.